Jacques Attali. Bonjour. Alors, le prochain G20 se tiendra à Séoul les 11 et 12 novembre prochains. Il rassemblera les 20 pays les plus riches du monde? Oh, non, pas les plus riches, parce qu'on trouve dans ces pays, en effet, les pays du G7 devenus G8, qui sont les plus riches, ou qui étaient les plus riches à l'époque, et encore pas tout à fait, parce que vous avez des pays petits, dont la richesse par tête est bien plus élevée que celle-là. Je pense aux pays d'Europe du Nord ou aux pays du Golfe. Mais disons les pays les plus importants, ceux du G8, puis les autres pays très très importants, qui sont importants par leur population, par leur dynamique de croissance, comme la Chine, l'Inde, certains pays, le Brésil, mais avec des grandes lacunes qui sont l'absence totale de l'Afrique. Mais en réalité, c'est pas 20 pays, parce que le G20, c'est un énorme caravansérail où il y a en fait 34 pays qui sont représentés, plus tous les représentants des institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'Union européenne, l'OMC, enfin tout le monde croit doit être sur la photo, donc vous imaginez. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le G20 dans ce cas? On l'a appelé G20 parce qu'au départ c'était 20 pays. Le départ c'était C'était 20 pays. C'était quand le départ c'était le premier sommet après la crise, le début de la crise, c'est-à-dire à Pittsburgh. Le G20 ne commence qu'en 2008 avec la crise. Avant, c'était seulement le G7 devenu le G8. Il y avait d'autres instances qu'on aurait pu utiliser, puisqu'il y avait une instance légitime, qui était normale, qui était le G24, qui était l'instance qui, dans la Banque mondiale et le Fonds monétaire, représente le petit groupe de pays désignés par l'ensemble des pays membres du Fonds monétaire et de la Banque mondiale pour se réunir dans les périodes entre les réunions plénières. C'est ce qu'on appelle le comité intérimaire, et qui était plus légitime. Seulement, comme le comité intérimaire, ou G24, était à l'époque présidé par l'Égypte, les Américains n'ont pas accepté, évidemment, que la réunion de ce groupe élargi, qui était à peu près la même composition que le G20, avec 4 pays de plus, soit présidée par l'Égypte. Nous, ils ont inventé une structure ad hoc qui a l'inconvénient, nous y reviendrons, de ne pas avoir de règles de fonctionnement institutionnel et de ne pas être accroché à une institution. Justement, comment se choisit l'endroit où se déroulent les G20? Le G20... Puisqu'il sera en Corée du Sud cette année, ce qui est très symbolique. Le G20, comme le G7, n'a pas de règles de décision. Or, théorème, quand un groupe n'a pas de règles, c'est le plus fort qui impose sa loi. Ça, c'est vrai dans tout. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a inventé des constitutions, la démocratie, etc. Donc là, il n'y a pas de règles. On ne vote pas, on arrive à un consensus, et les procédures sont définies en fonction de conversation, à celui qui crée le plus fort. Et en général, tout naturellement, quand on regarde la composition de cette structure, le G20, et je le dis maintenant, et je le redirai peut-être plusieurs fois au cours de notre conversation, le G20, comme je l'ai déjà dit, est un camouflage du G2 entre la Chine et les États-Unis, qui sont les deux pays les plus forts. En réalité, les plus forts sont les Européens, car quand on regarde en termes de puissance, l'Union européenne est de loin le premier pays, si c'était un pays, en termes de population, en termes de PNB, en termes même de nombre de diplômés de l'enseignement supérieur, enfin, si on prend même de richesse industrielle, si on prend tous les critères, l'Union européenne, si elle était un pays, mais l'Union européenne n'est pas un pays, elle est représentée par beaucoup de pays qui n'agissent pas de façon cohérente. Donc en réalité, alors que l'Europe devrait être le maître du G20, elle n'est pas. Donc là, la Chine a été le plus fort, a décidé que ça se passerait. Les États-Unis et la Chine ont trouvé un point de compromis qui est l'Asie. On n'a pas voulu que ça soit en Chine, ce qui aurait été aussi une solution symboliquement forte. Peut-être le prochain? Le prochain est en France, à puisque Paris. chaque année, c'est un pays qui en prend le pouvoir. Le prochain est en France, l'année prochaine est française, ce qui est un vrai privilège pour la France, mais présidence de séance qui normalement donne un certain Quel pouvoir est le rôle justement du pays accueillant? Le pays accueillant a beaucoup de pouvoir, en principe, en tout cas sur le G8, sur le G20 on ne sait pas trop encore, mais le pays accueillant a beaucoup de pouvoir dans la mesure où il fixe les lieux des réunions, convoque les réunions préparatoires, en principe propose les textes initiaux. Or, dans une négociation, que ce soit une négociation privée ou une négociation publique, celui qui pose sur la table le texte sur lequel on va discuter, que les autres doivent amender, a du pouvoir plus important, puisque c'est lui qui prend l'initiative. Donc, en principe, c'est au tour de la France de proposer les textes. Ça ne sera pas toujours le cas. C'est-à-dire que le G20 se déroule à Séoul, mais la présidence est française? La présidence sera française au lendemain du sommet de Séoul.
le lendemain même. Et ce sommet du G20 français, et en fait, il n'y a pas un seul sommet du G20 français, il y en aura tout au long de l'année, puisqu'il y en aura... maintenant, on s'installe dans un processus où il y a des G20 de tout et n'importe quoi, non seulement de chefs d'État, mais de ministres de l'environnement, de l'affaires sociales, etc. Alors, ça peut paraître une bonne chose, parce que c'est une sorte de début, idéalement, de conseil des ministres sur chacun des secteurs. Une prise de conscience, par exemple, de l'importance du social, avec des ministres des Affaires sociales qui se réunissent. Mais en réalité, dans la mesure où on se trouve dans une situation où ces pays n'ont pas fixé de règles de procédure de décision, dans tous ces domaines, on se trouve en situation d'avoir un pouvoir très grand des deux pays maîtres. C'est pourquoi d'ailleurs la France, pendant très très longtemps, s'est opposée à ce que le G7 ou le G8 se réunissent autrement qu'au niveau de chef d'État. Parce que quand ils se réunissent à des niveaux plus bas, ces niveaux plus bas ont encore plus de mal à résister aux grandes puissances. Et donc là, on peut s'inquiéter de ce que le G20 se réunissant à d'innombrables niveaux. Il y aura un G20 de l'environnement sous présidence française qui aura lieu en Chine. Par exemple, comme il y aura un G20 du ministère des Affaires sociales, on peut craindre que l'absence de... C'est-à-dire que ce sera sous présidence française, mais que ces G20 peuvent se dérouler dans différents pays. Oui. Et en fait, sous emprise sino-américaine. Alors, dans quel contexte économique se déroulera ce G20, celui de Séoul? Quel sera son objectif? Désamorcer une guerre des monnaies? Le G20 voudra expliquer qu'il a très bien réussi jusqu'à présent et que le G20 a été très efficace. Ensuite, il voudra dire que Est-ce qu'il a été efficace? Non. Est-ce que les mesures prises lors du précédent G20 ont permis, en tout cas, d'éviter une grande dépression? D'abord, il n'y a pas de mesures qui ont été prises parce que le G20 n'a pas de pouvoir en tant que tel. C'est une réunion informelle où on prend des actes. Il n'y a pas d'accroche sur une réalité quelconque, dans la mesure où il n'est pas rattaché à une institution. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que le G20 précédent a permis d'éviter le pire de la crise? Disons que le pire a été évité. Est-ce que le G20 a joué un rôle? Pour ma part, je ne pense pas. Le G20 a été le lieu où chacun s'est rendu compte qu'il fallait ne pas se lancer dans une guerre protectionniste et où chacun s'est décidé à faire de la dette publique. Mais quelle est la solution de cette crise, si ce n'est pour l'instant d'avoir transféré la dette privée sur la dette publique? On a foncé dans pire que ce qu'était la crise précédente. Et pour l'instant, on peut soit dire que tout va bien parce qu'on ne s'est pas enfoncé, mais en réalité, ce à quoi on est parvenu, c'est simplement... Ils ont quand même permis d'éviter une grande dépression. Oui. En imposant un respect des règles, en imposant certaines mesures. Non. On a lutté contre les paradis fiscaux européens, mais pas contre les paradis fiscaux américains, ni anglais, ni chinois. Donc, encore un exemple de ce que on s'est occupé surtout de ce qui concernait l'Europe, soi-disant pour lutter contre la crise, mais en fait, c'était pour faire rentrer des recettes fiscales pour compenser les déficits que la gestion de la dette par la déficit allait permettre. En réalité, rien. Est-ce que tout ça sera au programme du J24? Oui, on va reparler de la stratégie de la dette, on va reparler de la stratégie monétaire, on va reparler, vous avez raison, parce que en réalité, ce qui se passe, c'est comme la dette a fait le maximum, on ne peut plus augmenter la dette au-delà, que maintenant, on a une autre stratégie qui est, pour certaines banques centrales américaines, en particulier pour un grand nombre de pays, c'est de faire baisser les monnaies pour que les exportations puissent augmenter, ce que les Européens ne font pas, parce que la Banque centrale européenne a une stratégie différente et très dangereuse, compréhensible mais très dangereuse. On va se trouver en situation de guerre des monnaies, donc on va sûrement parler beaucoup de cela. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de mise en place de règles bancaires cohérentes pour tous. On a commencé à en parler, mais elles ne sont pas véritablement approuvées ni appliquées. Des règles ont été définies à Bâle, mais elles ne sont pas ni appliquées par les Américains, ni véritablement mises en œuvre. Il n'y a pas d'accord sur les règles comptables. Et le seul organe dont dispose le G20 en tant que tel, le Fonds de stabilité bancaire, reste encore embryonnaire et n'a pas véritablement fait son effet. Donc, on est dans une optique lente de mise en place de quelque chose qui pourra un jour ressembler à un organe de coordination mondiale. Pour redresser l'économie ou pour assainir l'économie? Pour créer les règles du jeu, n'est-ce pas? La crise est liée au fait qu'on a un marché sans règles. Personne ne veut les mêmes règles du jeu. Oui, le propre de la démocratie, c'est de créer des conditions pour que des règles soient acceptées. Il faudra un jour avoir une véritable règle du jeu
comme on en a sur le commerce, mais il faudra une règle du jeu sur les monnaies, il faudra des règles du jeu sur la comptabilité, sur les banques, sur les compagnies d'assurance. Et pour que ces règles du jeu soient vraiment légitimes, il faudra que les gouvernements soit se mettre d'accord entre eux de façon légitime, avec une règle. Est-ce que c'est un pays, une voix? Dans ce cas-là, les petits pays pèsent autant que la Chine ou l'Inde, ou est-ce que c'est un homme, une voix? Dans ce cas-là, la France ne pèse plus rien face à la Chine, donc on a vraiment des questions très difficiles à régler. Si l'économie se redresse, en tout cas s'assainit, est-ce que le G20 aura un avenir? Est-ce qu'il aura encore une raison d'être? Malheureusement, la question ne va pas se poser dans ces termes parce que... Est-ce que ce n'est pas une forme de gouvernance, le G20? Si, c'est la gouvernance, la seule qui existe, la seule possible, avec les institutions internationales. Il faut idéalement qu'elles s'inscrivent comme une institution, mais nous en avons besoin. Si la croissance d'abord n'a pas disparu dans beaucoup de pays, elle n'a pas disparu dans les pays en développement, elle n'a pas disparu au Brésil, en Chine, en Inde, mais même dans certains pays, le Canada va très bien, la Pologne va très bien, l'Australie va très bien, beaucoup de pays d'Europe du Nord vont très bien. Elle a disparu au Japon, aux États-Unis et dans l'Union européenne. C'est le reste du monde va plutôt bien. Mais si ces règles n'existent pas, comment est-ce qu'elle peut être considérée comme un organe officiel dont on doit respecter les mesures? Non, ce n'est pas un organe officiel dont on respecte les mesures, c'est juste un point de rencontre pour faire une photo et pour essayer de se mettre d'accord sur un discours commun à l'égard de la crise, mais rien de plus. Alors ça peut lancer des initiatives... Pourquoi est-ce qu'on en attend autant alors de ce G20? Parce que quand vous êtes dans un avion qui est secoué dans la tempête... On compte sur tout le monde. Non, on a envie de savoir qu'il y a un pilote dans la cabine. Donc, pour ne pas avoir peur... Enfin, le pilote, on sait que c'est lui qui saura redresser l'avion. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pilote et il n'y a même pas de cabine de pilotage. Mais ça, personne ne veut le voir. Mais le G20 restera quand même un outil d'avenir pour une future gouvernance mondiale. Normalement, il sera une base qui va permettre d'institutionnaliser quelque chose qui deviendra un gouvernement mondial. Mais enfin, il ne faut pas... Il ouvre la voie. Il ouvre la voie. Mais enfin, il ne faut pas oublier qu'il y avait avant le G7, au 19e siècle, il y avait un G5, avec les 5 plus grandes puissances. Qui était l'Angleterre, la France, l'Autriche, etc., la Russie. Ce qui s'est passé, c'est qu'une nouvelle puissance est arrivée, qui était l'Allemagne, qui ne faisait pas partie du G5, et qui a tout fait exploser. Ça donnait la Première Guerre mondiale. Donc, d'où l'importance d'avoir vraiment tout le monde à bord. Merci Jacques Attali. Je vous retrouve la semaine prochaine au Sénat pour une autre conversation d'avenir. Je vous invite à réagir à cette émission sur notre site internet, publicsénat.fr, où vous savez que nous avons une rubrique Conversation d'avenir. Vous pourrez podcaster cette émission, consulter nos précédentes émissions ou encore nous envoyer un email. Merci, à la semaine prochaine.